Bonsoir à tous, bienvenue sur C8. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Cette nuit, ce soir, c'est avec Prosper Mérimée que nous allons partir en voyage. En effet, je vais avoir le plaisir de poursuivre la lecture de la Vénus d'Île. Nous sommes donc près de Perpignan et nous sommes en contact avec une statue de bronze qui a été retrouvée, une Vénus donc, qui intrigue profondément Monsieur de Pérorade ainsi que sa famille. Un archéologue de Paris les a rejoints afin d'en savoir plus sur cette statue. Et le mariage du fils Pérorade se prépare également. Vous connaissez en bijoux, poursuivit Monsieur Alphonse, le fils donc. Comment trouvez-vous ceci? Voici l'anneau que je donnerai demain à ma future. En parlant ainsi, il tirait de la première phalange de son petit doigt une grosse bague enrichie de diamants et formée de deux mains entrelacées. Allusion qui me parut infiniment poétique. Le travail en était ancien, mais je jugeais qu'on l'avait retouché pour enchâsser les diamants. Dans l'intérieur de la bague se lisaient ces mots en lettres gothiques « Semprapti », c'est-à-dire « toujours avec toi ». C'est une jolie bague, lui dis-je, mais ces diamants ajoutés lui ont fait perdre un peu de son caractère. « Oh, elle est bien plus belle comme cela, répondit-il en souriant. Il y a là pour 1200 francs de diamants, c'est ma mère qui me l'a donnée. C'était une bague de famille très ancienne, du temps de la chevalerie. Elle avait servi à ma grand-mère qui la tenait de la sienne. Dieu sait quand cela a été fait. L'usage à Paris, lui dis-je, est de donner un anneau tout simple, ordinairement composé de deux métaux différents, comme de l'or et du platine. Tenez, cette autre bague que vous avez à ce doigt serait fort convenable. Celle-ci, avec ses diamants et ses mains en relief, est si grosse qu'on ne pourrait mettre un gant par-dessus. Oh, Madame Alphonse s'arrangera comme elle voudra. Je crois qu'elle sera toujours bien contente de la voir. 1200 francs au doigt, c'est agréable. Cette petite bague-là, ajouta-t-il en regardant d'un air de satisfaction l'anneau tout uni qu'il portait à la main, celle-là, c'est une femme à Paris qui me l'a donnée un jour de Mardi Gras. Oh, comme je m'en suis donnée quand j'étais à Paris il y a 2 ans. C'est là qu'on s'amuse. Et il soupira alors de regret. Nous devions dîner ce jour-là à Puygarric, chez les parents de la future. Nous montâmes en calèche et nous nous rendîmes au château, éloigné d'Île d'environ 1 lieue et demie. Je fus présentée et accueillie comme l'amie de la famille. Je ne parlerai pas du dîner ni de la conversation qui s'ensuivit et à laquelle je pris peu de part. Monsieur Alphonse, placé à côté de sa future, lui disait un mot à l'oreille tous les quarts d'heure. Pour elle ne levait guère les yeux et chaque fois que son prétendu lui parlait, elle rougissait avec modestie. Mais lui répondait sans embarras. Mademoiselle de Puygarric avait 18 ans. Sa taille souple et délicate contrastait avec les formes osseuses de son robuste fiancé. Elle était non seulement belle, mais séduisante. J'admirais le naturel parfait de toutes ses réponses et son air de bonté, qui pourtant n'était pas exempte d'une légère teinte de malice, me rappela malgré moi la Vénus de mon hôte. Dans cette comparaison que je fis en moi-même, je me demandais si la supériorité de beauté qu'il fallait bien accorder à la statue ne tenait pas en grande partie à son expression de tigresse, car l'énergie, même dans les mauvaises passions, excite toujours en nous un étonnement et une espèce d'admiration involontaire. Quel dommage, me dis-je en quittant Puygarric, qu'une si aimable personne soit riche et que sa dot la fasse rechercher par un homme indigne d'elle. En revenant à Île, et ne sachant trop que dire à Madame de Pérorade, à qui je croyais convenable d'adresser quelquefois la parole,
Vous êtes bien esprit fort en Roussillon, m'écriai-je. Comment, madame, vous faites un mariage un vendredi? À Paris, nous aurions plus de superstition. Personne n'oserait prendre femme un tel jour. Oh mon Dieu, ne m'en parlez pas, me dit-elle. Si cela n'avait dépendu que de moi, certes, on eût choisi un autre jour. Mais Pérorade l'a voulu, et il a fallu lui céder. Cela me fait de la peine pourtant. S'il arrivait quelque malheur, il faut bien qu'il y ait une raison, car enfin, pourquoi tout le monde a-t-il peur du vendredi? Vendredi, s'écria son mari, c'est le jour de Vénus. Bon jour pour un mariage. Vous le voyez, mon cher collègue, je ne pense qu'à ma Vénus. D'honneur, c'est à cause d'elle que j'ai choisi le vendredi. Demain, si vous voulez, avant la noce, nous lui ferons un petit sacrifice. Nous sacrifierons 2 palombes. Et si je savais où trouver de l'encens... Fi donc, Pérorade, interrompit sa femme scandalisée au dernier point. Encenser une idole, ce serait une abomination. Que dirait-on de nous dans le pays? Au moins, dit M. de Pérorade, tu me permettras de lui mettre sur la tête une couronne de roses et de lys. Manibus det lilias plenis. Donner des lys à pleine main. Énéide. Vous le voyez, monsieur, la charte est un vain mot. Nous n'avons pas la liberté des cultes. Les arrangements du lendemain furent réglés de la manière suivante. Tout le monde devait être prêt et en toilette à 10 heures précises. Le chocolat pris, on se rendrait en voiture à Puy-Garrigues. Le mariage civil devait se faire à la mairie du village et la cérémonie religieuse dans la chapelle du château. Viendrait ensuite un déjeuner. Après le déjeuner, on passerait le temps comme l'on pourrait jusqu'à 7 heures. À 7 heures, on retournerait à Île, chez M. de Pérorade, où devaient souper les 2 familles réunies. Le reste s'ensuit naturellement. Ne pouvant danser, on avait voulu manger le plus possible. Dès 8 heures, j'étais assis devant la Vénus, un crayon à la main, recommençant pour la 20e fois la tête de la statue sans pouvoir parvenir à en saisir l'expression. Monsieur de Pérorade allait et venait autour de moi, me donnait des conseils, me répétait des étymologies phéniciennes, puis disposait des roses du Bengale sur le piédestal de la statue et d'un ton tragicomique lui adressait des vœux pour le couple qui allait vivre sous son toit. Vers 9 heures, il rentra pour songer à sa toilette et en même temps parut monsieur Alphonse, bien serré dans un habit neuf, en gants blancs, souliers vernis, boutons ciselés, une rose à la boutonnière. Oh, vous ferez le portrait de ma femme, me dit-il en se penchant sur mon dessin. Elle est jolie aussi. En ce moment, commençait, sur le jeu de paume dont j'ai parlé, une partie qui, sur le champ, attira l'attention de monsieur Alphonse. Et moi, fatigué et désespérant de rendre cette diabolique figure, je quittai bientôt mon dessin pour regarder les joueurs. Il y avait parmi eux quelques muletiers espagnols arrivés de la veille. C'étaient des Aragonais et des Navarois, presque tous d'une adresse merveilleuse. Aussi, les Îlois, bien qu'encouragés par la présence et les conseils de M. Alphonse, furent-ils assez promptement battus par ces nouveaux champions. Les spectateurs nationaux étaient consternés. M. Alphonse regarda sa montre. Il n'était encore que 9h30. Sa mère n'était pas coiffée. Il n'hésita plus. Il ôta son habit, demanda une veste et défia les Espagnols. Je le regardai faire en souriant et un peu surpris. « Il faut soutenir l'honneur du pays, dit-il. Alors je le trouvais vraiment beau. Il était passionné. Sa toilette, qu'il occupait si fort tout à l'heure, n'était plus rien pour lui. Quelques minutes avant, il eut craint de tourner la tête de peur de déranger sa cravate. Maintenant, il ne pensait plus à ses cheveux frisés ni à son jabot si bien plissé. Et sa fiancée? Ma foi, si cela eût été nécessaire, il aurait, je crois, fait ajourner le mariage. Je le vis chausser à la hâte une paire de sandales, retrousser ses manches et d'un air assuré se mettre à la tête du parti vaincu comme César ralliant ses soldats à Dyrrhachium. Je sautai la haie et me plaçai commodément à l'ombre d'un
d'un micocoulier, de façon à bien voir les deux camps. Contre l'attente générale, Monsieur Alphonse manqua la première balle. Il est vrai qu'elle vint rasant la terre et lancée avec une force surprenante par un Aragonais qui paraissait être le chef des Espagnols. C'était un homme d'une quarantaine d'années, sec et nerveux, haut de 6 pieds et sa peau olivâtre avec une teinte presque aussi foncée que le bronze de la Vénus. Monsieur Alphonse jeta sa raquette à terre avec fureur. « C'est cette maudite bague !» s'écria-t-il, « qui me serre le doigt et me fait manquer une balle sûre. » Il ôta, non sans peine, sa bague de diamant. Je m'approchai pour la recevoir, mais il me prévint, courut à la Vénus, lui passa la bague au doigt annulaire et reprit son poste à la tête des Îlois. Il était calme, mais pâle et résolu. Dès lors, il ne fit plus une seule faute et les Espagnols furent battus complètement. Ce fut un beau spectacle que l'enthousiasme des spectateurs. Les uns poussaient 1000 cris de joie en jetant leurs bonnets en l'air, d'autres lui serraient les mains, l'appelant l'honneur du pays. S'il eût repoussé une invasion, je doute qu'il eût reçu des félicitations plus vives et plus sincères. Le chagrin des vaincus ajoutait encore à l'éclat de sa victoire. « Nous ferons d'autres parties, mon brave, » dit-il à l'Aragonais d'un ton de supériorité. « Mais je vous rendrai des points. » J'aurais désiré que M. Alphonse fût plus modeste, et je fus presque peiné de l'humiliation de son rival. Le géant espagnol ressentit profondément cette insulte. Je le vis pâlir sous sa peau basanée. Il le regardait d'un air morne, sa raquette en serrant les dents. Puis, d'une voix étouffée, il dit tout bas « Me los pagarás. Tu me le paieras. » La voix de M. de Pérorate troubla le triomphe de son fils. Mon hôte, fort étonné de ne point le trouver président aux apprêts de la calèche neuve, le fut bien plus encore en le voyant tout en sueur, la raquette à la main. M. Alphonse courut à la maison, se lava la figure et les mains, remit son habit neuf et ses souliers vernis, et 5 minutes après, nous étions au grand trot sur la route de Puy-Garrigue. Tous les joueurs de paume de la ville et grand nombre de spectateurs nous suivirent avec des cris de joie. À peine les chevaux vigoureux qui nous traînaient pouvaient-ils maintenir leur avance sur ces intrépides Catalans. Nous étions à Puy-Garrigue et le cortège allait se mettre en marche pour la mairie lorsque M. Alphonse, se frappant le front, me dit tout bas « Oh, quelle brioche! Quelle brioche! J'ai oublié la bague, elle est au doigt de la Vénus, que le diable puisse emporter. Ne le dites pas à ma mère au moins, peut-être qu'elle ne s'apercevra de rien. » « Mais vous pourriez envoyer quelqu'un, lui dis-je. Bah, mon domestique est resté à Île. Ceci, je ne m'y fie guère. 1200 francs de diamants, cela pourrait tenter quelqu'un. D'ailleurs, que penserait-on ici de ma distraction? Il se moquerait de moi, et oui, il se moquerait. Il m'appellerait le mari de la statue. Pourvu qu'on ne me la vole pas. Heureusement que l'idole fait peur à mes coquins. Ils n'osent l'approcher à longueur de bras. Bon, ce n'est rien, j'ai une autre bague. Les 2 cérémonies, civiles et religieuses, s'accomplirent avec la pompe convenable et mademoiselle de Puy-Garrigue reçut l'anneau d'une modiste de Paris sans se douter que son fiancé lui faisait le sacrifice d'un gage amoureux. Puis on se mit à table, où l'on but, mangea, chanta, même le tout fort longuement. Je souffrais pour la mariée de la grosse joie qui éclatait autour d'elle. Pourtant, elle faisait meilleure contenance que je ne l'aurais espéré, et son embarras n'était ni de la gaucherie ni de l'affectation. Peut-être le courage vient-il des situations difficiles. Le déjeuner terminé, quand il plut à Dieu, il était 4 heures. Les hommes allèrent se promener dans le parc, qui était magnifique. On regardèrent danser sur la pelouse du château les paysannes de Puy-Garrigue, parées de leurs habits de fête. De la sorte, nous employâmes quelques heures. Cependant, les femmes étaient fort empressées autour de la mariée, qui leur faisait admirer sa corbeille. Puis elle changea de toilette et je remarquai qu'elle couvrit ses beaux cheveux d'un bonnet et d'un chapeau de plumes. Car les femmes n'ont rien de plus pressé que de prendre, aussitôt qu'elles le peuvent, les parures que l'usage leur défend de porter quand elles sont encore demoiselles.
Il était près de 8 heures quand on se disposa à partir pour Île. Mais d'abord eut lieu une scène pathétique. La tante de mademoiselle de Puygarrigue, qui lui servait de mère, femme très âgée et fort dévote, ne devait point aller avec nous à la ville. Au départ, elle fit à sa nièce un sermon touchant sur ses devoirs d'épouse, duquel sermon résulta un torrent de larmes et des embrassements sans fin. Monsieur de Pérorade comparait cette séparation à l'enlèvement des Sabines. Nous partîmes, pourtant, et pendant la route, chacun s'évertua pour distraire la mariée et la faire rire. Mais ce fut en vain. À Île, le souper nous attendait. Oh, et quel souper! Si la grosse joie du matin m'avait choquée, je le fus bien davantage des équivoques et des plaisanteries dont le marié et la mariée surtout furent l'objet. Le marié, qui avait disparu un instant avant de se mettre à table, était pâle et d'un sérieux de glace. Il buvait à chaque instant du vieux vin de Collioure, presque aussi fort que de l'eau-de-vie. J'étais à côté de lui et me crus obligée de l'avertir. Prenez garde. On dit que le vin... Je ne sais quelle sottise je lui dis pour me mettre à l'unisson des convives. Il me poussa le genou et très bas il me dit, quand on se lèvera de table, que je puisse vous dire 2 mots. Son ton solennel me surprit. Je le regardai plus attentivement et je remarquai l'étrange altération de ses traits. « Vous sentez-vous indisposé ?» lui demandai-je. « Non. » Et il se remit à boire. Cependant, au milieu des cris et des battements de main, un enfant de 11 ans qui s'était glissé sous la table montrait aux assistants un joli ruban blanc et rose qu'il venait de détacher de la cheville de la mariée. On appelle cela une jarretière. Elle fut aussitôt coupée par morceaux et distribuée aux jeunes gens qui en ornèrent leur boutonnière, suivant un antique usage qui se conserve encore dans quelques familles patriarcales. Ce fut pour la mariée une occasion de rougir jusqu'au blanc des yeux. Mais son trouble fut au comble lorsque Monsieur de Pérorade, ayant réclamé le silence, lui chanta quelques vers catalans. « Impromptu », disait-il. En voici le sens si j'ai bien compris. Qu'est-ce donc, mes amis, le vin que j'ai bu me fait-il voir double? Il y a 2 Vénus ici. Le marié tourna brusquement la tête d'un air effaré qui fit rire tout le monde. Oui, poursuivit Monsieur de Pérorade, il y a 2 Vénus sous mon toit. L'une, je l'ai trouvée dans la terre comme une truffe. L'autre, descendue des cieux, vient de nous partager sa ceinture. Il voulait dire sa jarretière. Mon fils choisit de la Vénus romaine ou de la catalane celle que tu préfères. Le maraud prend la catalane et sa part est la meilleure. La romaine est noire, la catalane est blanche, la romaine est froide, la catalane enflamme tout ce qui l'approche. Cette chute excita un tel hurrah, des applaudissements si bruyants et des rires si sonores que je crus que le plafond allait nous tomber sur la tête. Autour de la table, il n'y avait que 3 visages sérieux, ceux des mariés et le mien. J'avais un grand mal de tête. Et puis, je ne sais pas pourquoi, un mariage m'attriste toujours. Celui-là, en outre, me dégoûtait un peu. Les derniers couplets ayant été chantés par l'adjoint du maire, ils étaient fort lestes, je dois dire. On passa dans le salon pour jouir du départ de la mariée qui devait être bientôt conduite à sa chambre car il était près de minuit. Monsieur Alphonse me tira dans l'embrasure d'une fenêtre et me dit en détournant ses yeux « Vous allez vous moquer de moi, mais je ne sais ce que j'ai. Je ne sais ce que j'ai, je suis ensorcelée, le diable m'emporte. » La première pensée qui me vint fut qu'il se croyait menacé de quelque malheur du genre de ceux dont parlent Montaigne et Madame de Sévigné. Tout l'empire amoureux est plein d'histoires tragiques, etc. Je croyais que ces sortes d'accidents n'arrivaient qu'aux gens d'esprit, me dis-je à moi-même. Vous avez trop bu de vin de Collioure, mon cher monsieur Alphonse, lui dis-je. Je vous avais prévenu. Oui, peut-être, mais c'est quelque chose de bien plus terrible. Il avait la voix entrecoupée. Je le crus tout à fait ivre. Vous savez bien, mon anneau, poursuivit-il après un silence. Eh bien, on l'a pris? Non. En ce cas, vous l'avez.
Non, je ne puis l'ôter du doigt de cette diable de Vénus. Bah, vous n'avez pas tiré assez fort. Si fait, mais la Vénus, elle a serré le doigt. Il me regardait fixement, d'un air hagard, s'appuyant à l'espagnolette pour ne pas tomber. Quel conte, lui dis-je. Vous avez trop enfoncé l'anneau, demain vous l'aurez avec des tenailles. Mais prenez garde de gâter la statue. Non, vous dis-je. Le doigt de la Vénus est retiré, reployé. Elle serre la main, m'entendez-vous? C'est ma femme apparemment, puisque je lui ai donné mon anneau. Elle ne veut plus le rendre. J'éprouvais un frisson subit. Et j'ai eu un instant la chair de poule. Puis un grand soupir qu'il fit m'envoya une bouffée de vin et toute émotion disparut. Le misérable, pensais-je, est complètement ivre. Vous êtes antiquaire, monsieur, ajouta le marié d'un ton lamentable. Vous connaissez ces statues-là. Il y a peut-être quelques ressorts, quelques diableries que je ne connais point. Si vous alliez voir. Volontiers, dis-je, venez avec moi. Non, j'aime mieux que vous y alliez seul. Je sortis du salon. Le temps avait changé pendant le souper et la pluie commençait à tomber avec force. J'allais demander un parapluie lorsqu'une réflexion m'arrêta. Je serais un bien grand sot, me dis-je, d'aller vérifier ce que m'a dit un homme ivre. Peut-être d'ailleurs a-t-il voulu me faire quelques méchantes plaisanteries pour apprêter à rire à ces honnêtes provinciaux. Et le moins qu'il puisse m'en arriver, c'est d'être trempé jusqu'aux os et d'attraper un bon rhume. De la porte, je jetai un coup d'œil à la statue ruisselante d'eau et je montai dans ma chambre sans rentrer dans le salon. Je me couchai, mais le sommeil fut long à venir. Toutes les scènes de la journée se représentaient à mon esprit. Je pensais à cette jeune fille si belle et si pure abandonnée à un ivrogne brutal. Quelle odieuse chose, me disais-je, un mariage de convenance. Un maire revêt une écharpe tricolore, un curé une étole, et voilà la plus honnête fille du monde livrée au Minotaure. Deux êtres qui ne s'aiment pas. Que peuvent-ils se dire dans un pareil moment que deux amants achèteraient au prix de leur existence? Une femme peut-elle jamais aimer un homme qu'elle aura vu grossier une fois? Les premières impressions ne s'effacent pas et j'en suis sûre, Monsieur Alphonse mériterait bien d'être haï. Durant mon monologue, que j'abrège beaucoup, j'avais entendu force aller et venue dans la maison, les portes s'ouvrir et se fermer, des voitures partir, puis il me semblait avoir entendu sur l'escalier les pas légers de plusieurs femmes se dirigeant vers l'extrémité du corridor opposé à ma chambre. C'était probablement le cortège de la mariée qu'on menait au lit. Ensuite, on avait redescendu l'escalier. La porte de Madame de Pérorade s'était fermée. Ah, que cette pauvre fille, me dis-je, doit être troublée et mal à son aise. Je me tournai dans mon lit de mauvaise humeur. Un garçon joue un sot rôle dans une maison où s'accomplit un mariage. Le silence régnait depuis quelque temps lorsqu'il fut troublé par des pas lourds qui montaient l'escalier. Les marches de bois craquèrent fortement. « Quel butor !» m'écriai-je. « Je parie qu'il va tomber dans l'escalier. » Tout redevint tranquille. Je pris un livre pour changer le cours de mes idées. Et nous fermons le nôtre de livre. Merci de nous avoir suivis. C'était donc La Vénus d'Île de Prosper Mérimée. Je suis ravie d'avoir passé ce moment littéraire avec vous. Je vous invite à nous retrouver sur les réseaux sociaux #VBN, Internet évidemment, Internet, Facebook, Twitter, Instagram. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles aventures littéraires. Excellente journée si vous vous réveillez et très bonne nuit si vous vous couchez.